messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Téléhandicap pour parler d'un sujet qui nous interpelle et surtout que nous devons contribuer à trouver une solution à ce cri de douleur et qui cherche aussi des solutions que parfois sont toujours difficiles. Une telle situation nous oblige à changer particulièrement et complètement leur rythme de vie, que parfois ce changement, non accompagné par une plateforme d'aide aux parents, provoque inévitablement des situations lourdes de conséquences. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir d'accueillir aujourd'hui dans notre émission Madame Josiane Racine. C'est la maman de Ludovic Cosselet. Madame Racine, bonjour et bienvenue à cette émission. Comment allez-vous? Bonjour, ça va bien? Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Ça fait plaisir. Vous êtes premièrement titulaire d'un baccalauréat en service social et vous avez réussi à mettre en commun vos talents et d'approfondir vos connaissances en lien aux différents sujets qui sont venus frapper à votre porte et spécifiquement un en particulier. On parlera de ça tantôt. Par contre, l'élément important qui m'a frappé relève de votre curiosité, ayant le souci de comprendre et d'aider les gens sans jugement. Quelque chose qui m'a vraiment frappé. Parlez-nous en introduction de cette expérience dans cette période vivante de votre vie et on vous écoute. Mais en fait, moi et mon conjoint, on a eu 2 enfants. Donc, notre premier garçon est Ludovic. Et puis, il a eu toutes sortes de défis au courant de sa vie qui finalement ont abouti vers des diagnostics. Euh, dont, entre autres, la paralysie cérébrale, la déficience intellectuelle, le trouble du spectre de l'autisme, le TDAH. En fait, je suis travailleuse sociale de formation et face à tout mon parcours personnel, en lien avec mon garçon, ça m'a permis de justement d'avoir une meilleure vision de ce que les parents pouvaient ressentir ou pouvaient vivre avec un enfant en situation de handicap. Et ça m'a aidé vraiment à mieux comprendre puis mieux outiller, je crois, les parents auxquels j'ai à faire des suivis, par exemple. Ah, et vous avez fait quand même vos études, je pense, à l'Université Laval en sciences sociales? Oui, exactement. Avant d'avoir des enfants. Ah, Donc, ah. j'ai terminé mon baccalauréat en 2005, en fait. Et vous avez allé de l'avant dans ce domaine-là, qui vous a amené d'ailleurs surtout à s'engager rapidement après la naissance de Ludovic dans le monde du handicap. Oui, mais en fait, pas nécessairement tout de suite, après la naissance de Ludovic, mais tu sais, c'est un travail, avec une clientèle diverse, en fait, mais il arrive parfois, oui, effectivement, qu'il y a des parents ou des enfants que j'ai à côtoyer dans mon travail qui sont en situation de handicap, mais pas toujours. OK, OK. Dites-moi, cette boule de cristal vous a amené non seulement vers le monde du handicap, mais à la découverte du monde en visitant de nombreux pays, toujours le même objectif, assoiffé d'aller connaître le même objectif, ce qui se passe et c'est quoi la spécificité à travers la coopération internationale pour mieux connaître ce qui se passe dans différentes cultures et donner de l'aide aux familles dans le besoin d'une part et d'autre part réussir, ce qui m'a le plus impressionné, à réaliser un stage universitaire à l'étranger et implanter
un programme de sensibilisation aux différents types de violences dans une école secondaire. Mais voulez-vous, s'il vous plaît, j'aimerais bien beaucoup connaître avec curiosité qu'est-ce que vous avez fait et comment s'était passé ce parcours vivant. On vous écoute. Ben, en fait, j'ai choisi d'aller à l'Université Laval parce que je savais, à l'époque qu'ils faisaient des stages, à l'étranger. J'ai tout fait pour, être acceptée à cette université-là, puis, faire mon parcours pour être acceptée, finalement à faire un stage à l'étranger. Mon but était d'aller en Polynésie française, parce que j'en avais entendu Ah, beaucoup parler. Par un ancien stagiaire, en fait, et différentes expériences personnelles. Donc, je suis allée vivre quelques mois et ensuite, j'y suis retournée pour à peu près une totalité d'un an que j'ai vécu là-bas sur un petit atoll de 2000 habitants environ. Ça remonte à loin, là, en fait, dans ma mémoire, là, quand même. Ça remonte à il y a presque 20 ans de ça. non, c'est Et jeune maintenant, oui. et en fait, dans mon stage, vu que c'est une petite île, en fait, l'intervenante sociale, elle a appliqué un peu, la loi de la protection de la jeunesse ici, le comparable, et la loi aussi de la santé et des services sociaux. Donc, elle a différents chapeaux, autant préventifs, de promotion, et de protection également. Et par rapport à ce mandat-là, j'avais beaucoup de latitude et j'ai découvert en côtoyant la population qu'il y avait beaucoup de violences intrafamiliales, entre autres. Donc, j'ai voulu partir un programme de sensibilisation aux différents types de violences et l'exposer à l'école secondaire, en fait, de l'île, avec l'assistante sociale de l'école secondaire. Donc, on a fait la tournée des classes plusieurs fois pour sensibiliser aux différents types de violences. Puis suite à ça, il est venu des signalements là, au niveau de la protection de l'enfance, dont ma superviseure a dû aller évaluer. Et par la suite, quand j'y suis retournée une deuxième fois à titre plus personnel, j'ai rencontré l'assistante sociale là-bas du collège et puis le programme roulait encore. Elle l'avait fait, elle l'avait mis en place en fait dans l'école pour que ça Ah. soit euh, continu en fait. Et pourquoi spécifiquement dans les écoles secondaires? C'était Ben, particulièrement. en fait, j'ai eu des discussions avec la direction et je voulais également faire de la prévention au niveau primaire, donc plus cinquième, ben même quatrième, cinquième, sixième année. Parler aussi des violences sexuelles. Mais la direction n'était pas tout à fait d'accord avec une approche comme celle-là dans une école primaire. Donc, il m'avait seulement autorisé d'aller au secondaire, en fait. Oh, c'est très intéressant. Maintenant, on va rentrer dans le corps du sujet, surtout après ces multiples expériences vécues. Votre fils Ludovic, 9 ans, un enfant attachant et positivement curieux comme sa maman, vit avec un trouble de spectre de l'autisme, une triplégie spastique et pour compléter une paralysie cérébrale. Depuis son plus bas âge, Ludovic a toujours vécu de la grande joie, de la grande colère et aussi de la grande tristesse. C'était un mélange qui continue et qui est complètement le contraire l'un de l'autre. Là. Quelle a été votre première réaction à ce premier contact avec le handicap de votre fils, d'une part, et d'autre part, où se trouve-t-elle la maman devant cette situation aujourd'hui? Et là là, en fait, c'est tout qu'un processus. Tu sais, j'ai accouché de Ludovic, j'ai donné naissance et tout au long de sa vie, on s'est posé des questions.
Mais en fait, c'était notre premier enfant. Donc on n'avait pas de comparable, ni dans notre, tu sais, réseau. En fait, on n'avait pas de comparable. Donc, tu sais, au début, on disait: «Ah, c'est un enfant, qui a des besoins intenses, parce que, ben, il dormait pas beaucoup, il pleurait souvent, il faisait des crises bébés, en fait. Il y avait de la difficulté à manger, on n'arrivait pas tant à le comprendre. Puis, il y avait des spasmes musculaires. Et puis, il a commencé à marcher de façon un peu plus tardif. Donc, on s'est posé beaucoup de questions, puis ça nous a amené à aller rencontrer les médecins. Les médecins faisaient des références en médecine spécialisée, dont en physiatrie, par exemple. Et plus tard, je pense, je me rappelle plus avec quel âge, mais peut-être vers 1 an et demi, 2 ans, il est apparu le premier diagnostic, en fait, de Ludovic sur la triplégie spastique, la paralysie cérébrale. Et puis à ce moment-là, on m'a beaucoup rassurée, là. Le physio a été, d'une gentillesse extrême, où est-ce qu'il, tu sais, m'a mentionné, mais Ludovic, il est capable de marcher parce que c'est quand même léger, il a pas besoin d'un fauteuil roulant, il va être capable de marcher, de courir. Bien sûr, il va peut-être trébucher, souvent au début. Fait que il m'a beaucoup rassurée, puis je sais que quand il m'a annoncé le diagnostic, j'ai fait: «Ah, enfin! Je comprends maintenant qu'est-ce qu'il y a». Tu sais, tous mes questionnements depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, ben, ça vient me prendre sens, finalement, avec ce diagnostic-là. Mais c'était pas terminé, en fait. Il y avait d'autres comportements que la triplégie spastique ne pouvait pas expliquer, et tout s'est enchaîné par la suite. Donc, il s'est fait évaluer en clinique de développement, où on a trouvé justement qu'il faisait partie du spectre de l'autisme. Et un peu plus tard, il y a eu l'évaluation qui a dénoté la déficience intellectuelle légère. Et puis, tu sais, il y a une dyspraxie verbale, une dyspraxie sévère de la communication et du langage également. Donc, il s'est mis à parler très, très tard. Ludovic a beaucoup de difficultés aussi à coordonner les mouvements dans sa bouche pour bien s'exprimer. Donc, ça a été en fait un parcours quand même assez long. Et tu sais, même encore aujourd'hui, le Ludovic, il vient d'avoir 10 ans. Aujourd'hui, on ne sait pas comment il va évoluer, en fait, comme enfant, comme adolescent et comme adulte. Donc, moi et mon conjoint, on est comme euh, on peut pas, en fait, prévoir l'avenir ou avoir des projets futurs parce qu'on ne sait pas comment Ludovic va se développer dans son autonomie, par exemple. Ma place de maman, en fait, est très, très, très focusée sur Ludovic, sur ses besoins. Je suis constamment, en fait, en train de réfléchir à des solutions. Il y a un comportement qui arrive. Là, je me questionne comment je pourrais travailler sur ce comportement-là. Et puis, toute notre vie familiale aussi est adaptée en fonction des besoins de Ludovic. Donc, Ludovic, c'est un enfant très anxieux. Donc, c'est sûr qu'on va avoir une routine très, très stricte à la maison, qu'on déroge très rarement pour pas lui provoquer de l'anxiété et que cela apporte des comportements indésirables. Donc, on a une routine, on le prépare beaucoup quand on reçoit de la visite ou quand on va ailleurs pour le sécuriser. Bien sûr, on a adapté nos activités. C'est rare qu'on fait des activités à 4 parce qu'on a un deuxième garçon aussi. On va plutôt être dans des activités un pour un, en fait, séparées de la famille. Euh,
Donc, il y a beaucoup, beaucoup, au travers du temps, il y a eu beaucoup d'adaptation de notre environnement, de notre routine et tout. Ça, une telle réponse globale est vraiment, je dirais pas inquiétant, mais qui nous laisse réfléchir beaucoup. C'est que vous vivez aujourd'hui le combat pacifique de votre vie à l'égard de Ludovic. Il faut qu'on soit clair, et ses multiples handicaps. C'est sûr, votre fils, avec ce que vous venez de dire au niveau de sa triplégie spastique, le trouble de spectre de l'autisme, avec des idées de persévération, une déficience intellectuelle, une paralysie cérébrale, un trouble sévère de communication que vous disiez et de langage, et un trouble de l'attention et de l'hyperactivité et de l'hypermétropie, de l'astigmatie, et j'en passe. Mais là, vous me donnez toute une brochette d'un problème face aux parents qui se trouvent devant un mur assez haut et qui ne savent pas quoi faire, même après leurs multiples demandes et consultations auprès de différents médecins et autres. Savez-vous, moi j'ai une idée en tête et je pense, j'aimerais bien savoir votre point de vue là-dedans. Pensez-vous qu'il est temps de lancer un SOS Ludovic pour sensibiliser la population et surtout trouver des spécialistes reconnus dans ce domaine? Qu'en pensez-vous? Parce que c'est Mais énorme. Pour un enfant, c'est énorme ça. oui, oui, ben oui, en fait, Ludovic a un profil, complexe, je pourrais dire. Ouais, Puis heureusement, on a un suivi, avec, une neuropédopsychiatre, qui est ouais. vraiment, très à l'écoute, lors de nos rendez-vous et qui est vraiment, heu, dans l'analyse de notre situation, mais globale, en fait, qui nous donne beaucoup de support et d'appui. Donc, on est vraiment très chanceux de l'avoir. Euh, mais c'est sûr que il n'y aura pas de baguette magique, en fait. Je crois qu'il va pouvoir. Tu sais, il y a pas de. C'est ça, il n'y aura pas de baguette magique qui va pouvoir nous aider par rapport au profil complexe de Ludovic, mais il est certain qu'au niveau des services, on est toujours à la recherche de services qui pourraient venir nous aider envers Ludovic. Je pense qu'en tant que parent, il ne faut pas se gêner pour demander de l'aide. Parce que si on ne demande pas de l'aide, on n'en aura pas, comme dans n'importe quoi, là. Donc, puis ça peut être dur, même en cognant aux portes, ça peut être dur de recevoir de l'aide, mais il faut persévérer, en fait. Exactement ça. Il faut jamais dire et c'est difficile. Il faut frapper aux portes parce qu'il y a toujours quelque part qui se trouve dans un endroit quelconque qui va nous répondre, qui a Oui, probablement vécu la même expérience. On ne peut pas dire que les expériences que vous vivez actuellement à propos de Ludovic est une seule expérience au Québec. Je ne crois pas à ça, là. C'est la raison pour laquelle peut-être, au lieu d'aller en bloc avec tous ces problèmes qu'il vit, cet enfant étoile pour ses enfants, et moi je crois énormément, énormément, on a besoin d'aller peut-être un sujet à la fois. C'est pour cela que je me permets de vous demander que, avec cette expérience, votre expérience est multiple avec cette présence quotidienne avec votre enfant et et les diagnostics positifs des médecins, malheureusement, ne sont pas au rendez-vous. Serait-il possible, et surtout, vous avez, si ma mémoire est bonne, vous avez eu des contacts avec le Crédit qui a fait, en ce qui a trait au TSA et à l'ADI, avec plusieurs interventions, aucun changement de comportement, loin de là. Vous ne pensez pas qu'il est temps aujourd'hui de commencer un traitement avec des psychothérapeutes, on a déjà parlé de ça, et commencer à d'agir en conséquence au lieu de traiter Ludovic globalement. Ça veut dire aller sujet par sujet et aller de l'avant après. Quand on aura terminé le premier sujet, on a défini, identifié la cause principale, on passe à l'autre sujet. Qu'en pensez-vous? Et même, j'aimerais bien ajouter quelque chose, si c'est possible,
téléhandicap prendra en considération et la responsabilité d'inviter des panélistes pour parler tous ensemble avec des psychothérapeutes, des médecins, toutes sortes du monde et voir c'est quoi la solution. Peut-être ça va pouvoir aider les autres personnes vivant la même situation. Qu'en pensez-vous? Oui, ben, en fait, c'est que Ludovic a des comportements, à qui on a de la misère à attribuer la cause. Bien qu'on a des services, par exemple, du CRDI avec une éducatrice spécialisée formidable qui vient nous supporter à chaque 2 semaines à faire du coaching, en fait, parental. Les comportements de Ludovic, changent pas, malgré qu'on soit constant et cohérent. Ça ne fonctionne pas et ça amène beaucoup d'épuisement de la part, de mon conjoint et de moi-même. Hem c'est sûr qu'on a de la difficulté à trouver, en fait, un professionnel qui peut, vraiment, éliminer les causes de ces comportements-là et trouver, en fait, vraiment la cause spécifique, et trouver, en fait, le plan d'action pour venir l'aider. Hem, c'est encore je répète, c'est difficile un peu à trouver, il y a pas de baguette magique, puis, vu qu'il y a un profil complexe aussi, c'est très difficile, à départager aussi, tu sais, les différents diagnostics. Hem, mais, mais on fait ce qu'on peut, puis, on espère de trouver vraiment, la cause aux difficultés qu'on vit, actuellement. Je vais vous expliquer quelque chose, je vais vous donner un exemple réel que j'ai vécu moi-même avec un proche de moi. La personne, c'est mon frère, et qu'on soit direct, qui avait de la douleur au niveau de son cou, et ça a engendré une douleur qui l'empêchait de dormir presque un an et demi Mmh. à la tête. Mais imaginez-vous que ce n'est pas le neurologue qui a réussi à lui trouver le médicament. C'est l'otorhinolaryngologiste qui lui avait trouvé la crème. Imaginez-vous. Donc, Mmh. moi, je crois beaucoup qu'il y a toujours une solution à un problème. C'est pour cela qu'on ne peut pas rester renfermé et emprisonné avec nos idées à l'intérieur d'un focus qu'on n'arrive pas à s'en sortir. On a besoin d'ouvrir et frapper aux portes et aller chercher peut-être, probablement, vous trouverez une solution avec une personne qui a vécu le même problème avec son enfant. Moi, je Mmh. pense qu'il est sage de frapper aux différentes portes en ce moment pour Ludovic, parce que si les médecins n'arrivent pas, il y a un problème quelque part ou il y a une solution ailleurs qui va pouvoir nous aider. Vous ne croyez pas à ça? Oui, 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 j'y crois complètement. C'est de trouver la personne qui va pouvoir, nous aider là-dedans, qui est plutôt, complexe, en fait. Et si on ne frappe pas aux portes, on ne trouvera personne. Non, On c'est trouvera certain, personne, c'est la situation. c'est certain. Actuellement, comment ça se passe, la vie de Ludovic, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison? Est-ce que c'est en amélioration? Comment ça se passe? Oui, c'est stable. Il y a une légère amélioration, au niveau de ses comportements à la maison, légère. Il a débuté un nouveau médicament aussi qui peut aider à mieux réguler ses émotions, probablement. Heu, Par contre, reste que son sommeil est difficile, il se réveille, très tôt le matin, vers 4-5 heures, Ah oui? souvent, donc ça crée, c'est ça, il doit être très fatigué, à aller à l'école le jour, et le soir encore plus avec la surcharge, de la journée, en fait, qu'il a accumulée. Donc à l'école, ça reste que ça va quand même bien. Heu c'est sûr que c'est la rentrée scolaire, il y a de l'adaptation à faire, mais j'ai confiance que ça aille bien cette année, malgré qu'il s'échappe beaucoup. En fait, il s'échappe beaucoup, il a une vessie hyperactive, mais je pense que l'anxiété fait en sorte qu'il s'échappe encore
encore plus. Donc, ça, on a à regarder, à faire un plan d'action là, pour améliorer ça à l'école. À la maison, il y a encore ces comportements d'opposition avec provocation, mais c'est moins intense quand même que depuis la dernière année, en fait. Et son comportement à l'école est différent qu'à la maison ou c'est pareil? C'est différent à l'école, Ah, ouais, ah, ah. il y a un petit peu d'opposition à l'école, mais l'équipe, elle est merveilleuse là. Ils réussissent, à bien, le cadrer, puis ils répondent, super bien, à ça. À la maison, c'est autre chose, en fait. Je Il va avoir vois déjà des solutions, Madame Racine. Croyez-moi, on voit la différence. Il y a le pouvoir de l'autre côté et il y a l'ouverture d'esprit à la maison. C'est la raison pour laquelle je voulais vous poser cette question en dernier pour savoir, et c'est sûr, ce n'est pas un cas unique, Ludovic, je suis persuadé, peut-être avec l'âge aussi, il y aura un changement radical dans son comportement. Je suis persuadé, surtout, vous venez de nous confirmer qu'à l'école, son comportement est différent. ouais, Et son vous comportement. ressentez ça? Vous ressentez ça? Est-ce que vous avez les réponses de ses professeurs, de sa directrice? Parce qu'il est dans une école régulière, je pense, mais une classe spéciale, c'est ça? Exactement, oui, donc sont 6, actuellement sont 6 élèves pour, 3 adultes, donc l'orthopédagogue, la technicienne en éducation spécialisée et la préposée aux enfants handicapés. Et les autres étudiants vivent le même handicap, le même comportement ou c'est différent? C'est non, c'est différent. Ben, je connais pas en fait, le profil en fait des élèves de la classe à Ludovic, mais c'est beaucoup des, difficultés de langage, il y a beaucoup de d'enfants autistes, aussi, mais c'est une classe qui répond davantage aux besoins individuels, des enfants. Donc on c'est pas d'un classement par diagnostic, c'est vraiment un classement par besoin. Donc, dans la classe à Ludovic, c'est beaucoup plus axé sur le développement de la communication et du langage. En terminant, je vous remercie infiniment de votre engagement inégalé et de vos réponses éclairées. Je vous souhaite de continuer avec cette énergie pour votre enfant, pour atteindre la lumière au bout du tunnel. Merci beaucoup pour cette participation. Merci beaucoup à vous, Monsieur Courret. Ça a été un Et à vous, plaisir. chers téléspectateurs, au plaisir de vous revoir dans une prochaine émission. Merci.